Je pense que la guerre est, d'une certaine manière, le principal objectif. L'un des buts essentiels derrière cette guerre est de dominer le marché de l'énergie et de contrôler les ressources énergétiques à l'échelle mondiale. Ce qui se passe en Asie occidentale entre l'Iran et les États arabes montre la fragilité de l'agenda américain, car il pensait que Donald Trump était tellement satisfait du cas du Venezuela qu'il contrôlait tout. Mais il ne s'en rend pas compte. Il ne comprend pas vraiment que la situation en Asie occidentale est totalement différente. Il n'y a pas d'autorité là-bas. Je pense que ce qui se passe, c'est que l'Iran montre aux États-Unis que tout dans la région est défini par l'Iran, par la stratégie de l'Iran. Et dans une plus large mesure, la Russie et la Chine interviennent, car elles connaissent l'importance de cette région. Si l'Iran parvient à la contrôler, jusqu'à présent, nous avons vu quel est l'avantage pour les États-Unis d'avoir toutes ces bases aériennes, ces bases dans les États arabes. Jusqu'à présent, Donald Trump et les États-Unis ont reçu beaucoup d'argent de ces pays pendant très longtemps. Quelle en était la principale raison? Le concept était « Nous vous défendons, personne ne peut vous attaquer ». Tout cela s'est effondré en moins d'une semaine. C'était un racket de protection, Nima. C'était une opération mafieuse et ils sont complètement tombés dans le piège. Maintenant, c'est fascinant parce qu'il n'a fallu que quelques jours pour leur montrer que tout cela était faux depuis le début. Et ils n'ont nulle part où aller parce qu'ils n'ont jamais envisagé de plan B. Ils vont devoir commencer à y réfléchir maintenant. Oui, un point crucial sur lequel tous les analystes indépendants s'accordent est que c'est une guerre de l'énergie, sans aucun doute. Du point de vue de l'empire du chaos, du pillage, des frappes permanentes et du blabla, si vous ne nous suivez pas, on vous tue, littéralement. C'est exactement ce qu'ils font. C'est donc la rupture totale du droit international. Et Neo Caligula lui-même a dit en ses propres termes, « Je ne crois pas au droit international, je crois en ma propre morale. » Je le cite. Pas besoin de commenter, n'est-ce pas? C'était absolument anathème pour les classes dirigeantes américaines qu'un pays souverain en Asie de l'Ouest, riche en énergie, en pétrole et en gaz, l'un des plus grands producteurs et fournisseurs au monde, commerce de l'énergie en contournant le dollar américain, ce que fait l'Iran, surtout ces dernières années. C'est aussi ce que faisait le Venezuela. Et encore une fois, comme vous l'avez justement mentionné, le Venezuela, c'était très facile. Mais l'Iran, c'est une toute autre histoire. On a affaire à une puissance de rang intermédiaire, extrêmement bien armée, sous 47 ans de sanctions, survivant après 47 ans de sanctions, avec une population très instruite, des universités remarquables et un niveau très élevé de scientifiques et d'ingénieurs de premier plan. Et sans parler de ce que tout le monde sait, un État civilisationnel avec un ancien empire qui fut l'un des plus puissants de l'histoire humaine, alors que ces imbéciles qui sont ensuite partis en Amérique vivaient pratiquement dans des grottes. C'est donc une toute autre histoire. Voilà pourquoi cette guerre n'a évidemment pas été planifiée ces dernières semaines, ni même avant la guerre de 12 jours, ni pendant Trump 1.0. Elle avait déjà été planifiée dans les années 1990. Tout le monde le sait. Tous ceux qui ont lu tous ces documents, tout ce qui concerne le Project for the New American Century, bien avant le 11 septembre et bien sûr après le 11 septembre, pendant les années 2000. C'est une histoire que beaucoup d'entre nous ont suivie au jour le jour à l'époque de la paranoïa du bombardement l'Iran à Washington, 2005-2006. Tu sais, le C. Gismond Dwyer, paranoia in Washington, 2005-2006, the second term of Dabia. We all know it will be inevitable, and of course. Nous savons tous que c'était inévitable. Et bien sûr, ils ne peuvent tout simplement pas permettre à l'Iran d'exister,
le système existe, et surtout la manière dont il résiste aux sanctions et commerce de l'énergie en contournant le dollar américain. Donc c'était inévitable. Évidemment, Trump n'est qu'un messager, un enfant, le messager avec un cerveau de 4 ans, peut-être de 2 ans. Les élites dirigeantes et, vous savez, les suspects habituels, je n'ai pas besoin de les énumérer ici. J'en ai mentionné certains dans l'une de mes chroniques précédentes en parlant de la Russie. Ce sont les mêmes. Ceux qui veulent détruire l'Iran sont les mêmes que ceux qui veulent détruire la Russie, puis faire la guerre à la Chine. Et maintenant, ils sont déjà engagés dans une guerre sur 3 fronts, ce qui est absolument impossible pour eux à gagner. Alors quoi? Eh bien, il se présentait toujours comme le grand analyste géopolitique de la fin du dernier millénaire, Brzezinski. Et même avant d'écrire Le Grand Échiquier en 1987, il disait déjà qu'il fallait empêcher l'émergence d'un concurrent de même rang en Eurasie. Maintenant, c'est encore pire. Il y a désormais 2 puissances de même rang qui en soutiennent une autre, laquelle, d'accord, ce n'est pas un concurrent de même rang, mais c'est une puissance de second ordre du premier plan. C'est le cauchemar absolu pour les élites américaines. Cela signifie qu'en matière de contrôle de l'Eurasie, c'est fini, définitivement. Et ils pourraient même perdre la partie de l'Eurasie qu'ils contrôlaient jusqu'à présent. L'Asie du Sud-Ouest, une partie de l'Asie occidentale, l'ancien Moyen-Orient. Et maintenant, cela aussi est en train de se dissoudre. Et ce qui est remarquable, conceptuellement, en termes géopolitiques, c'est que l'élite iranienne voit cela très, très clairement. Seule une civilisation, un État doté d'une expérience impériale et de 2500 ans de diplomatie et d'équilibrisme politique peut comprendre cela. Ce n'est pas une bande de néophytes de New York et de Washington qui peuvent le saisir au plus profond d'eux-mêmes. Hors de question. C'est pourquoi ils savaient que la guerre était inévitable. Ils s'y sont préparés. Et pour ce chapitre, ils s'y sont très bien préparés. Ils ont, je dirais, l'honneur d'avoir aujourd'hui un dirigeant, la stature de l'ayatollah Khamenei, qui, soit dit en passant, a une véritable expérience de la guerre, celle contre l'Irak. Très, très important. Ce n'est pas un déserteur. Il ne saute pas dans un avion pour s'enfuir comme un rat quand les choses se compliquent. C'est une toute autre histoire, vous savez. Ainsi, les éléments du temps, de l'expérience, de l'histoire, de la culture, tout, expliquent pourquoi l'Iran est aujourd'hui capable de résister. Mais bien sûr, et nous le savons tous, il faut être réaliste. La puissance de feu destructrice du syndicat anglo-sioniste est écrasante. C'est très très grave. Ils peuvent raser n'importe quelle nation où qu'elle soit, de la manière qu'ils veulent. En somme, ils peuvent reproduire le scénario de Gaza à l'échelle de nations entières. Ainsi, le prix que l'Iran paie déjà et qu'il va continuer à payer est pratiquement insupportable. Mais il n'y a pas d'issue. Et c'est quelque chose que l'ayatollah Khamenei avait certainement très clairement à l'esprit. Les personnes qui dirigent aujourd'hui l'Iran en sont également très conscientes, y compris le visage actuel de l'Iran pour l'Occident, le ministre des Affaires étrangères Araghchi. Et il se comporte en ce moment avec beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité. Tu sais, ces connards de... Comment déjà NBC, non? NBC a obtenu une interview exclusive avec Araghchi et il s'est comporté comme ça. Il était incisif. Exactement. Et évidemment, les gens de NBC en sont restés sans voix, non? Parce qu'on voit presque jamais à la télévision grand public des responsables iraniens parlant un très bon anglais et expliquant la position iranienne. C'était probablement une première depuis des décennies. Donc évidemment, ils étaient sans voix, tu vois. Bien sûr, la seule chose qui intéressait NBC, c'était de trouver un moyen d'enfermer encore davantage l'Iran dans un cadre négatif, comme agresseur ou je ne sais quoi, autoritaire, tout ce baratin habituel.
Donc la prestation d'Araqchi a été très utile pour l'opinion publique intérieure aux États-Unis, sachant que la guerre y est déjà impopulaire. C'est très important. La guerre est impopulaire auprès de plus de 60% des Américains. The war is unpopular for over 60% of Americans. That's already a big thing. C'est déjà quelque chose de très important. Cela prouve une fois de plus qu'il ne s'agit pas simplement d'une guerre de clans à la manière du syndicat Epstein ou du gang Trump. Cette guerre vient des véritables élites qui dirigent le spectacle aux États-Unis, et cela prouve qu'elles sont vraiment désespérées. Si elles lancent cette guerre maintenant, c'est parce qu'elles voient que, regarde, nous avons une fenêtre d'opportunité en ce moment. Si nous ne le faisons pas, plus tard nous serons tout simplement exclus du tableau. Et encore une fois, Nima, c'est très important. C'est une guerre contre 3 membres des BRICS. C'est une guerre contre un membre à part entière des BRICS, soutenu par 2 fondateurs des BRICS. Cela signifie donc que c'est une guerre contre les BRICS dans leur ensemble. Et surtout, et c'est là le composant horrible de tout cela, avec la participation indirecte et vicieuse d'un autre membre des BRICS, l'Inde, qui s'est comporté de la manière diplomatique la plus répugnante possible. L'explosion du BRICS en ce moment, la responsabilité en incombe totalement à l'Inde. L'Inde a trahi son partenaire économique, l'Iran. N'oublions pas qu'ils sont partenaires dans le même corridor de transport, le corridor international de transport Nord-Sud, Russie, Iran, Inde. Le thème du documentaire que j'ai tourné en Iran l'année dernière, que vous pouvez tous regarder sur Press TV. Mais maintenant, je devrais peut-être relancer le documentaire partout avec une explication disant « Regardez, voici ce qu'était le corridor de transport jusqu'à cette semaine. » Maintenant, l'Inde a fait exploser cette idée et la Russie et l'Iran devraient expulser l'Inde du corridor et y intégrer la Chine. D'ailleurs, et c'est encore plus intéressant, lorsque j'étais à Chabahar pour interviewer les autorités du port de Chabahar, ce port a également été bombardé par le Bureau d'Asie occidentale plus tôt cette semaine. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils visaient dans le port de Chabahar, mais ils l'ont bombardé parce qu'ils savent à quel point ce port est important. J'ai parlé à l'un des ingénieurs responsables de la logistique et il m'a dit que oui, les Indiens avaient investi dans ces grues que vous voyez. Elles viennent d'Inde. Ils investissent ici. Mais nous avons des navires chinois qui arrivent tout le temps. Et pendant que j'étais là, j'ai vu au moins 2 cargos chinois. Donc, les Chinois, évidemment, regardent Chabahar et se disent « Excellent, nous pouvons maintenant avoir un nœud supplémentaire de notre route maritime de la soie. » Et ne vous y trompez pas, les Chinois vont commencer à investir à Chabahar dès que ce sera possible, et ils l'intégreront à la route maritime de la soie chinoise. L'Inde peut être complètement mise à l'écart. And India can be completely sidelined. And the Iranians, I would say, Et les Iraniens, je dirais que cela se produirait presque simultanément avec les Iraniens disant à l'Inde « Ah oui, donc vous voulez faire partie de notre corridor économique après ce que vous nous avez fait ?» Après ne pas avoir condamné la tentative d'assassinat contre l'ayatollah Khamenei, après avoir laissé couler notre navire dans les eaux internationales près du Sri Lanka, après que nous avons envoyé notre navire à votre salon maritime en Inde. Ainsi, la trahison de l'Inde est stupéfiante. Elle est prévisible, car non seulement Modi, qui est un personnage insignifiant, et ses fanatiques hindutva qui l'entourent ont bien sûr un immense complexe d'infériorité. Et bien sûr, ils ont signé un jour avant le début de l'opération Stupidité, Führer stupide, ou quel que soit le nom qu'ils veulent lui donner. Ils étaient les meilleurs copains. Ils appellent ça Führer d'absinthe, Epstein, Führer d'Epstein. Oui, on peut l'appeler Führer d'Epstein. Absolument. Le nom Avsisk. Exactly. Epstein Epic Fury. Absolutely. Exactement. Epstein Epic Fury. Absolument. Donc ils étaient les meilleurs amis,
Netanyahou est maudit. Et il a même dit que l'Inde est la mère patrie et qu'Israël est la patrie. Après ça, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur des BRICS? C'est quelque chose que vous savez, je suis sûr que les Chinois vont décrocher le téléphone pour dire aux Russes « Devons-nous les laisser là? Quel est l'intérêt? Ils sont en train de faire exploser notre organisation de l'intérieur. » Donc c'est l'un des principaux enseignements de tout ce qui s'est passé en une seule semaine. On ne peut pas faire confiance à l'Inde. C'est une nouvelle colonie du syndicat de l'absinthe. Et ça ne va pas changer de sitôt. Les Indiens bien informés sont plus qu'embarrassés. Non seulement ils sont furieux, mais certains des meilleurs analystes et entrepreneurs indiens sont consternés et honteux. Ils ont déclaré « Nous ne savons pas quoi dire. Nous avons été trahis par notre propre gouvernement. » Il y aura donc de graves répercussions pour les BRICS. En fait, le sommet des BRICS en Inde cette année a déjà été saboté par l'Inde elle-même. À l'heure actuelle, les BRICS sont dans le coma, un coma profond. Cela me fait mal de le dire, et pour tous ceux d'entre nous qui suivent les BRICS de très près, ce sera une tâche immense de les ressusciter après ce coup fatal porté par l'un de leurs membres fondateurs. Je pense que le problème des États-Unis et de leur légitimité dans ces États arabes ne concerne pas seulement les États arabes. Regardez ce qui se passe avec le Japon et la Corée du Sud. Ces deux pays ont été touchés par la fermeture du détroit d'Ormuz. Et hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'ONU a demandé à l'Iran « Avez-vous fermé le détroit d'Ormuz ?» Ils ont répondu « Non, nous ne l'avons pas fermé, mais il n'est pas ouvert. » Il m'a pas ouvert. Nous savons arrêter toi de like in web si vous serez to war since Paul. Is for South Korea and Japan. And you feel how, when you see Et tu le ressens quand tu vois Peter Thiel au Japon. Tu vois comment les États-Unis essaient de dire « Maintenant, tout va redevenir normal. Nous allons faire tout ce que nous pouvons. » Mais après tout, ils amènent d'une manière ou d'une autre tous ces systèmes de défense aérienne de la Corée du Sud vers Israël. Parce que nous savons que le système de défense aérienne iranien, les capacités iraniennes, d'une façon ou d'une autre, des missiles iraniens ont touché les systèmes de défense aérienne qu'ils avaient en Jordanie et en Israël. Ils doivent donc remplacer ces systèmes de défense aérienne. Ils les amènent d'où? Où peuvent-ils trouver ce genre de système de défense aérienne? En Corée du Sud. Ou peut-être certaines armes venant d'Ukraine. Et tu vois comment tout est en train de se rétrécir. Oui, ils essaient déjà de rapatrier. Ce n'est pas suffisant. Cela va encore durer quelques jours. Et l'Iran synchronise tout, n'est-ce pas, Nima? C'était complètement fou les 2 ou 3 premiers jours. Bien sûr, des lanceurs sont détruits, mais dans de nombreux cas, ils lancent des missiles même sans les lanceurs. Et ils en sont capables. Et c'est très très important. Si tu regardes tout ce qui est frappé par le syndicat abstent, c'est dans la partie ouest de l'Iran. La partie est de l'Iran. Tu sais, en s'approchant de la frontière afghane, par exemple. Aucune frappe des Américains, ni de la base là-bas. Donc tout est encore en place. Et toutes ces usines souterraines de missiles, elles sont intactes et ils vont les utiliser bien plus tard. Il ne faut jamais oublier que l'Iran a planifié une guerre très longue. Et même si tout est détruit, ils ont encore, nous ne connaissons pas le nombre exact, mais ils doivent en avoir quoi? Plus de 20 000 drones, sinon plus, peut-être 40 000. Donc ils peuvent continuer ainsi indéfiniment s'ils le souhaitent. Et un autre exemple de l'intégration militaire entre la Russie et l'Iran. Je me souviens lorsque les délégations iraniennes se rendaient à Moscou pour finaliser la vente des Shaheds à la Russie. La Russie a commencé à construire ses propres Shaheds, qu'on appelle en Russie des géraniums. Ils ont en fait perfectionné les Shaheds. Les géraniums sont désormais absolument à la pointe de la technologie. Et certains,
peut-être un grand nombre, des drones que l'Iran utilise aujourd'hui sont des fils de géranium. Vous savez pourquoi? Parce que l'antenne qu'ils utilisent, la comète, une antenne russe utilisée pour brouiller les signaux, est russe. Ce sont donc des shaheds avec un VSA développé en Russie, cette fantastique antenne comète. Cela explique donc les allers-retours dans la relation militaire entre les deux. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous, lorsque nous en discutons à Moscou, par exemple, constatent. Les Russes ne nous donnent jamais de réponse claire. Ils disent « Ah, il y a beaucoup de choses que nous faisons, bien sûr, mais le plus important, c'est ce que vous ne voyez pas. » Exactement. Et par exemple, cette navette entre Astrakhan et Téhéran à travers la mer Caspienne, c'est très très proche. D'Astrakhan à Téhéran, il faut probablement 1h30 tout au plus en avion. Nous savons une partie de ce qui s'y passe, mais la plupart nous échappe. Et même en tenant compte du fait que les Iraniens n'ont pas encore demandé d'aide militaire lourde aux Russes, selon les Russes officiellement, tout le monde vous dira « Non, ils ne l'ont pas fait. S'ils le font, nous leur fournirons tout ce dont ils ont besoin. » Pepe, l'une des questions qu'un journaliste a posées hier à Arakchi était de savoir si la Russie et la Chine aident l'Iran. Et voici ce qu'Arakchi a répondu. Excellent. Vos alliés, la Russie et la Chine, vous aident-ils? Eh bien, ils nous soutiennent politiquement et autrement. Vous soutiennent-ils militairement? Eh bien, la coopération militaire entre l'Iran et la Russie n'est pas un secret. Nous avons déjà travaillé ensemble par le passé et cela a continué et continuera, je suppose. Et ils vous aident activement dans cette guerre? Eh bien, ils nous ont toujours aidés. Donc, je vais en conclure que oui, qu'ils vous apportent activement leur aide dans cette guerre. Oui. Eh bien, je ne vais pas donner de détails sur notre coopération avec d'autres pays en plein milieu de la guerre. Il a été impeccable, concis, droit au but, et évidemment l'intervieweur idiot était déconcerté. Excellent. Très bien. C'était une très bonne prestation. Et bien sûr, ça va très très bien passer aux États-Unis. Les gens vont commencer à se poser des questions. Tu sais, même ceux qui ne suivent rien vont dire « Comment se fait-il que notre fichu gouvernement stupide n'ait pas su que la Chine et la Russie soutiennent l'Iran ?» Bien joué. Ce qui est incroyable, Pepe, c'est que Donald Trump demande aux commandants et aux combattants des gardiens de la révolution islamique de déposer les armes. C'est stupéfiant pour moi de voir à quel point il faut être totalement déconnecté de la réalité de ce qui se passe. Et ce n'est pas nouveau. Nous avons déjà vu cela pendant la guerre en Ukraine. Mais ce genre de choses, tu sais, ils pensent vraiment que l'Iran est d'une certaine manière. Eh bien, on dirait que Donald Trump passe simplement son temps à regarder Fox News. Il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Non, Nima, tu as touché le cœur du problème en ce qui concerne le mélange très très particulier d'arrogance et d'ignorance totale de Trump. C'est typique, il ne lit pas. C'est quelque chose que nous avons entendu de la part de personnes à New York qui ont fait affaire avec lui. Il ne lit pas les rapports de renseignement qui atterrissent sur son bureau chaque matin. Il ne réagit qu'aux extraits de Fox News. Et ceci dure peut-être 5 à 10 secondes. C'est tout. Et évidemment, il ne réagit qu'à ce que disent les quelques personnes qui ont un accès direct à lui. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'une ou deux phrases s'impriment dans son esprit, et c'est tout. Ensuite, il tourne ça en boucle. En gros, c'est un illettré fonctionnel.
illiterate. This is extremely serious. C'est extrêmement grave. Je n'ai aucune idée de comment ce type a obtenu un diplôme universitaire. Eh bien, il y en a beaucoup aux États-Unis qui ont effectivement réussi à le faire. Et évidemment, si l'on regarde son vocabulaire, sa terminologie, le choix des mots qu'il utilise encore et encore, au point d'une redondance extrême, cela se limite à 50 ou 60 mots, au maximum. Sans parler de 3 ou 4 adjectifs répétés sans cesse, du genre formidablement. Voilà, la restriction de son vocabulaire et la manière limitée dont il communique sont le reflet direct de la vision tout aussi limitée qu'il a du monde. Il ne connaît foutrement rien du reste du monde. Point final. C'est pour ça que c'est si dangereux. Nous avons affaire à un analphabète fonctionnel plus grand que nature qui prend ses décisions. Quelqu'un capable de dire une énormité du genre « Il devrait m'appeler pour que je choisisse le prochain dirigeant de l'Iran. » Et ce n'est pas une blague. Il le croit vraiment. Non, ce n'est pas une blague. Il n'est ni assez intelligent, ni assez malin pour sortir une réplique pareille sur le ton de la plaisanterie. Non, c'est pour ça que c'est bien plus dangereux que si nous avions affaire à un président relativement rationnel. Eh bien, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire moderne des États-Unis. Mais par exemple, Bill Clinton. Bill Clinton était un type relativement rationnel, malgré tous ses problèmes. C'était un bon orateur. Il lisait, du moins à l'époque. C'était un très bon orateur public. Mais maintenant, nous avons affaire à cette chose. Et en plus, pire encore, il pense qu'il peut tout faire parce que je me fiche du droit international. Je ne me soucie que de moi-même. Je peux diriger le monde. Il agit comme un néo-Caligula. Non seulement pour le néo-empire romain, mais pour la planète entière. Et nous sommes tous ses otages. Donc du point de vue des élites dirigeantes, avoir un chien enragé comme celui-là à la présidence est merveilleux, parce que, dans leur logique, il déstabilise tout le monde. Donc, personne ne peut rien prévoir, rien calculer, ni rien planifier à l'avance, parce qu'il change d'avis sur un coup de tête, ou à cause de quelque chose qu'il a entendu, ou de quelque chose qu'il a vu à la télévision, une seule image qu'il a vue à la télévision. Donc j'imagine, Nima, que pour une direction iranienne très rationnelle, il faut intégrer cela dans tous vos modèles. Sans parler de la folie et de la démence du culte de la mort en Asie occidentale. Ensemble, ils affrontent donc ces tueurs psychopathes. C'est extrêmement difficile. Et le fait qu'en une seule semaine, ils aient réussi à déstabiliser tout le jeu est déjà immensément impressionnant. Mais ils doivent tenir. Nous entrons donc dans la phase cruciale de la résistance ininterrompue. Et en même temps, attaquer. D'accord. Guerre asymétrique, oui, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Mais l'Iran doit maintenir cette asymétrie pendant des jours, des semaines, et si nécessaire, des mois. Et c'est là toute la difficulté. C'est pourquoi nous sommes tous inquiets. En ont-ils les moyens? Personnellement, je pense que oui. Tant qu'ils peuvent continuer à lancer leurs missiles et leurs drones, ils peuvent tenir longtemps. Et encore une fois, aussi déchirant que ce soit pour nous tous, pour vous en tant qu'Iraniens, pour nous tous en tant que membres du Sud global, l'Iran va payer un prix très très lourd. Mais il n'y a pas moyen d'y échapper. Et ils produisent 24 heures sur 24, tu sais. Ils n'ont pas tellement peur d'une guerre longue. Ils s'y sont préparés. Ils sont prêts pour une longue guerre. Ils sont prêts à endurer ce qu'ils vont subir. Oui. Je pense, Pépé, avant de conclure, tu as mentionné Donald Trump comme étant ignorant ou ne comprenant pas la situation. Mais j'irai plus loin.
C'est tout le système qui est pareil. Le système entier ne fonctionne pas. Regarde ce qui se passe en Ukraine, en Iran en ce moment, et ensuite en Chine. Vois-tu des experts dans le système américain? Des personnes du calibre de Ray McGovern ou de l'ambassadeur Chas Freeman. Ils n'existent pas. Ils ne comprennent pas la Russie. Ils ne comprennent pas l'Iran. Ils ne comprennent pas la Chine. Ils veulent seulement dicter, imposer leur façon de penser à ces nations. Ce sont des civilisations, pas de petits pays que l'on peut contrôler ou manipuler. Il n'y a aucune compréhension de cela dans tout le système. Peu importe qu'ils soient républicains ou démocrates, ils ne comprennent tout simplement pas. Eh bien, c'est culturel, Nima. Ces idiots n'ont jamais lu Lévi-Strauss. Ils ne comprennent pas l'anthropologie, pour commencer. Cela signifie qu'ils ne comprennent pas l'autre. Pour eux, l'autre, en tant que catégorie, est nécessairement inférieur. Et cela se rattache à la destinée manifeste, à l'exceptionnalisme, à l'idée que nous sommes meilleurs que tous les autres. Et tu sais, cela je dois y revenir, le discours du petit gusano Marco Rubio à la conférence sur la sécurité de Munich, le discours sur la recolonisation. Non seulement il vendait la recolonisation du Sud global dans son ensemble, mais il appelait les Européens à attacher leurs wagons au grand wagon américain, parce que s'ils font cela, ils vont retrouver la gloire qu'ils ont perdue. Ce qui signifie, entre autres, que toute cette tradition historique, en particulier les 250 à 300 dernières années, et non 500, montre que les Européens ne dominaient pas le monde au XVIe ou XVIIe siècle. Ils ont réellement commencé à le faire au XVIIIe siècle. Cet idiot lie les Américains à cette tradition. Donc en réalité, il n'y a jamais eu d'indépendance des États-Unis. Si on lit cela, il est évident que les idiots qui l'ont écrit, car il ne l'a pas écrit lui-même, il n'a pas la capacité intellectuelle de rédiger un discours de ce niveau. Ces rédacteurs de discours n'ont manifestement pas fait ce lien. Il est en train de vendre les États-Unis. Et nous savons qui il est, son rédacteur de discours, Stephen. Exactement. Mais il vend les États-Unis comme faisant partie de la continuité de l'exploitation coloniale par l'Occident, qui est la tradition de l'Occident. Au moins, eh bien, si les gens qui lisent réellement le discours, venant du Sud global, ils peuvent comprendre cela en un instant. Oui, ces idiots sont encore pires que les anciens colonisateurs. Et c'est la même tradition ininterrompue venant de l'Occident. Et c'est vrai parce que les élites américaines, essentiellement les véritables élites américaines, vous savez, l'ancien argent de l'Ouest, les gens derrière ce qu'on appelle les Boston Brahmins, le très vieil argent de la côte Est, sont en réalité des Européens. Leur mentalité est celle de l'Europe coloniale. Donc au moins maintenant c'est clair. Et évidemment les Russes le voient, les Iraniens le voient, les Chinois évidemment le voient, les Indiens le savent, les intellectuels en Inde, oui, le voient. Pas cette bande absolument épouvantable de maudits BJP. Et vous savez, le Brésil, je suis sûr que les meilleurs esprits du Brésil le voient aussi. Ils le voient, oui. Ici au Brésil, ils en sont conscients.